Bonjour à tous et bienvenue pour cette première conférence de cette nouvelle édition de Virtual Livre. Et le sujet est assez intriguant parce que dans un salon du livre, on va parler de salon du livre, tout simplement. Pour en parler avec moi, Yelena, bonjour à toi. Bonjour, bienvenue dans ce salon Inception. Voilà, C'est ça, ce salonception. Donc Yelena, salon Inception. on va faire une petite présentation de toi. Donc tu es une autrice du net. Ça va, je me suis pas trop Oui, trompé. Tu mhm, fais des textes notamment de fantasy, des textes historiques, science-fiction, fantastique. Donc tu bouffes à pas mal de râteliers. Euh, exactement. et tu fais également de la fanfiction, donc pourquoi pas pour une conférence future, à voir. Mhm. Et tu as fait une série de livres qui s'appelle Les Chroniques des Fleurs d'Opale, c'est ça? Voilà, c'est ça, qui sont des livres en édition indépendante. Donc voilà, 3 volumes pour le moment. Le quatrième, normalement, sort en 2021. Donc voilà, donc là, ce sera une saga fantasy. Voilà. Très bien. Et puis la fanfiction que j'ai fini cet été. C'est un gros morceau de fanfiction Harry Potter, pour ceux qui seraient intéressés. Voilà. D'accord. Et ben allez la suivre sur ses réseaux sociaux si vous êtes intéressé. Donc c'est Yelena, I-E-L-E-2-N-A pour ceux qui écoutent la rediff. Alors tu as voulu nous parler de Salon du Livre. Exactement. On va commencer par une question qui peut paraître un peu bêta vu qu'on est en plein dedans, mais qu'est-ce qu'un Salon du Livre? Définissons un peu les termes. Bah oui, c'est une bonne question parce qu'en plus on a eu une drôle de situation hier, mine de rien, quand On en parlera après. on en parlera après, mais voilà, on va revenir déjà au Salon du Livre. Donc le Salon du Livre, qu'est-ce que c'est? Ça va être une manifestation, voilà, un festival, une rencontre en fait, hein, avec une date, un lieu, où on va se rencontrer autour d'une passion qui est la lecture. Hmm. Donc ça va être des rencontres, donc entre auteurs et lecteurs. Voilà, globalement. Après, il y a d'autres intervenants. Donc, on va voir tout ce qui est créateur autour du monde du livre. Donc, les artisans de beaux livres. On va voir les illustrateurs de couverture ou d'autres goodies autour des univers littéraires. Et on va aussi avoir les éditeurs qui tiennent aussi un rôle important et qui peuvent motiver certains lecteurs à venir aussi en salon. Parce qu'on va rencontrer des éditeurs. Donc, si jamais on veut soi-même remplir son petit rêve d'éditer un livre, et ben pourquoi pas aller directement à leur rencontre. D'accord, d'accord. Euh, on va surtout y aller pour acheter des livres, hein, on va pas se mentir, ça va être l'occasion de remplir ses rayonnages de bibliothèque. Les faire Et dédicacer l'avantage, si on rencontre l'auteur. voilà, c'est ça. L'avantage, c'est qu'on peut se les faire dédicacer. Donc, on a rencontré l'auteur, on peut après, voilà, se la péter chez soi. Ah bah, j'ai ces livres et puis je l'ai rencontré, ils sont dédicacés, etc. Donc, ça rajoute une petite plus-value même émotionnelle. Ça fait plein de bons souvenirs. Et dans ces événements, on va aussi avoir, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment, des conférences, des tables rondes, que ce soit à la fois pour un public de lecteurs, donc des tables rondes publiques, on va dire, mais aussi des tables rondes pour les professionnels du livre. Hmm. Donc, selon les événements, ça va être autour de certaines méthodes voilà, de fabrication, de distribution, de mode, etc., donc qui peuvent intéresser les gens du monde du livre. Donc, c'est aussi des rencontres dans le réseau du monde du livre. D'accord. Euh, Sachant qu'après, les salons du livre, bon, on y en a pléthore. Et on va avoir les grands salons généralistes, mais on va aussi avoir des salons avec des thèmes particuliers. Donc, moi, me concernant, j'ai surtout axé, en tout cas, mes visites sur des salons de l'imaginaire, Hmm. comme on parle. Donc, ce qui est un peu le cas de Virtual Livre, par exemple, où on a quand même des auteurs qui font partie de ce qu'on appelle la SFFF, donc tout ce qui est monde de l'imaginaire francophone. Voilà. D'accord. Donc au final, en fait, effectivement, Virtual Livre, de toute façon, c'est un salon du livre, il est juste virtuel, mais ça reste un salon du livre. Exact. Sauf qu'on n'a pas les dédicaces. Hélas. On peut se faire livrer Hélas. dédicacé. Ça m'est déjà arrivé avec une autrice Oui, de ah oui, Virtual Livre. mais maintenant, c'est vrai qu'on a de plus en plus de possibilités, et quand on passe sur des boutiques en ligne directement chez les éditeurs ou les auteurs, on peut avoir le droit de nos petites dédicaces, les petits goodies, etc. Ça vaut pas toujours le côté ah, j'ai rencontré l'auteur, je vais raconter voilà ce que m'avait fait la lecture de son livre, etc. Donc, Mais ce qui est intéressant avec mais les auteurs de genre geek, enfin, ce que j'appelle un genre geek pour moi, tant que science-fiction, fantasy ou fantastique, c'est que rien ne les empêche non plus d'aller dans ce qu'on appelle des conventions geeks, comme la Japan Expo, ce genre de voilà, choses, pour alors présenter ça, leurs ouvrages. exactement. C'est juste un C'est-à-dire que autre alors public. là, c'est ça. On pourra en parler quand sur plus tard sur tous les salons qui existent. Mais effectivement, il va y avoir des salons où c'est spécifique vraiment au livre,
mais on peut avoir des quartiers dédiés à la littérature de l'imaginaire au sein de salons pop culture. Donc effectivement, tout ce qui va être manifestation même la Japan Expo ou les Hero Festival, etc., où on va avoir une section littéraire. Même des fêtes médiévales, j'ai appris un jour. Que dans certaines fêtes médiévales... Oui, tout à fait. Alors après, il faut que ce soit des livres quand même qui rentrent dans le thème. Bien sûr. Tu peux pas proposer un bouquin de policier dans un salon médiéval, quoi. Ça, tu pars un peu pour l'anachronisme. Vu même. que tu fais dans le roman historique, toi, tu pourrais tout à fait avoir ta place dans une fête médiévale. Alors, exactement. Ça m'est arrivé de faire des événements un peu plus orientés médiéval, mais parce que effectivement, le fantasy ancré dans une époque médiévale rentre dans le thème, effectivement. Alors, la deuxième question permettra de rectifier un petit quiproquo qu'on a fait dans le planning, auquel moi-même j'ai été victime quand j'ai fait les questions. Heureusement, On a tous été victimes. On a tous été victimes de ce quiproquo. C'est qu'on a utilisé le terme salon littéraire pour le planning. Et c'est vrai que, on peut parler de salon littéraire en place de salon du livre, mais c'est vrai que des fois, dire ce mot-là renvoie au salon littéraire d'une certaine époque, d'une époque antérieure. Donc, qu'est-ce qui différencie un salon littéraire de l'époque d'un salon littéraire moderne ? Voilà, alors en fait, c'est ça que c'est un abus de langage. Aujourd'hui, on parle de salon littéraire, on comprend de quoi on veut parler, mais en fait, ça fait référence au salon littéraire. Il y a eu l'essor vers Louis XIV, il me semble. Et en gros, les salons littéraires, c'était des gens qui se réunissaient, donc c'était souvent dans des sphères bourgeoises ou nobles. Ils allaient échanger à propos ils parlaient belles lettres, poésie, ils lisaient des pièces de théâtre, donc des pièces de Molière, par exemple. Et après, en fait, au fur et à mesure, plus on avançait dans le siècle des Lumières, plus ils ont dérivé vers tout ce qui est art et science. Donc en gros, c'était des réunions où on allait... manier l'art de la conversation polie. On va dire ça comme ça. Montrer qu'on avait les plus beaux invités de prestige et qu'on allait discuter de thèmes très savants. Donc, c'était des réunions dans des lieux, souvent on invitait dans son château, etc., à des dates précises, et les convives étaient choisis. Alors, la petite particularité des salons littéraires, c'était souvent des maîtresses de maison. C'était des moments très féminins. Voilà, c'était souvent des femmes qui présidaient ces moments et qui décidaient de qui on invitait. D'accord. Après, voilà, on servait à boire, à manger. C'était aussi tout l'art de recevoir. Donc, pour bien se faire voir de la société. Et on invitait que ce soit des écrivains, après plus tard des scientifiques, des philosophes, etc. Ça se différenciait de ce qu'on appelait les cafés littéraires, où on avait vraiment des lieux plus publics, on va dire ça comme ça, où tout le monde pouvait arriver quand il voulait, et puis on discutait du dernier bouquin qui était sorti, ou des dernières discussions à la mode, etc. Et donc les clubs de lecture du exactement siècle, qui ont mené aux premières fanfictions, True Story. Voilà, oui, tout à fait, parce qu'on avait là on parle de fandom, mais voilà, des univers en commun, ce qui a créé des sortes de, on peut parler de cercles ou de sociétés en fait. Après ça c'est assez décrié comme ça. Je pense que ça dépend de comment ça se crée en fait ces petites communautés, mais ça vient un peu de cette idée-là de se réunir pour parler d'une œuvre littéraire à la base. Ouais. Puis après, en fait, les salons littéraires, ils ont peu à peu disparu. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme c'était des lieux qui étaient présidés par des femmes généralement, il y a eu des réputations après qui se sont faites autour de ça. Déjà au niveau copinage, parce que on invitait que certaines personnes, donc c'était toujours manière pour exclure certaines personnes qu'on voulait pas inclure dans nos cercles très privés. Et puis après, il y a eu tout ce qui était au fur et à mesure les réputations homosexuelles qui étaient très mal vues à l'époque. Donc on se disait les salons littéraires, en fait, c'est des rencontres entre femmes. On savait pas trop ce qui se passait dedans. Alors peut-être qu'il s'est passé des trucs, mais du coup, ça a un peu nuit à la réputation des salons littéraires. Et petit à petit, comme la technologie s'est de plus en plus insérée dans notre monde, il y a toujours un petit peu d'élite dans la littérature, on va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui est télévision, séries, etc., on avait moins le besoin de se réunir pour parler d'œuvres en fait, parce qu'on pouvait voir des débats télévisés, voir des émissions sur ce qui nous plaisait, etc. Donc au final, ces salons ont de plus en plus disparu, sachant qu'aussi il y a eu une période où il y a eu beaucoup d'événements, de gros événements, je parle des gros événements publics, où en fait on était moins dans cette histoire de on se regroupe entre petits bourgeois et puis on discute de notre bouquin préféré, quoi. Donc
Voilà, ça a eu tendance à disparaître. Ça existe toujours apparemment, mais je pense que voilà, c'est moins Ça doit avoir un autre nom en connoté. fait. Ça doit avoir un autre nom que salon littéraire, Ça, donc c'est voilà, connoté. voilà, et c'est, je pense, moins connoté que ce que c'était à l'époque Mm. aussi, en termes de voilà, on se réunit entre aristocrates Mm. pour faire bien voir. Mais quand je disais que les clubs de lecture du 19e siècle avaient créé les fanfictions, c'est vrai parce que c'était en Angleterre lorsque Conan Doyle a tué Sherlock Holmes dans un de ses livres. Ça a créé un tollé qui a fait que les clubs de lecture se sont mis à faire leur propre fanfiction pour ramener Oui, des victimes à la vie. exactement. Oui, oui. Ça a été un sacré fatras à l'époque. Voilà, mais du coup, ça explique que aujourd'hui, même, enfin, on parle de salon littéraire, salon du livre, effectivement, les deux choses sont un peu distinctes au niveau de leurs Exact. définitions originelles, quoi. Parce que l'un est plus populaire que l'autre. Voilà. Ben ça c'est une question qu'on en parlait, tu voulais aborder, c'est la création d'un salon du livre. Comment on crée un salon du livre? Bon moi forcément je connais la réponse vu que j'étais à VRTFD à la première édition, mais Oh là là, c'est super compliqué de créer un salon du livre parce que ça demande une organisation monstrueuse. oui, Alors là, bon, je veux dire, l'avantage du virtuel, c'est que bah, là, Discord, alors il faut préparer les stands, on est bien d'accord, bien tout sûr. ça. Mais alors, un salon, en vrai, faut trouver le lieu, faut trouver la date, faut trouver les subventions. Donc déjà, faut trouver Hmm. toute l'organisation logistique, plus les bénévoles, etc. Et puis après, c'est va être bah, gérer ses invitations d'auteurs, faire de la communication. Donc finalement, enfin c'est un truc monstrueux. Et c'est surtout après de voir comment on peut faire pour pérenniser l'événement à travers les éditions. Ça, c'est encore un autre problème. Et c'est un souci auquel beaucoup d'événements sont confrontés en ce moment. C'est voilà, qu'est-ce qu'on investit comme temps, comme énergie, comme argent surtout pour des événements. Après, il faut assurer leur succès derrière, quoi. Hmm. Donc, l'avantage de Virtualif, c'est qu'il y a voilà, vous avez. Alors, effectivement, ça demande du temps, de l'énergie, Hmm. mais il n'y a pas le risque financier qu'il peut y Bien avoir sûr. dans un salon réel. Et les frais de déplacement aussi. Bah oui, alors quand je parlais invitation des auteurs, voilà, il y a des salons qui vont financer les déplacements des auteurs, voire même on essaie de plus en plus d'avertir bah, que les auteurs finalement c'est du temps de travail. Donc tant qu'à faire, s'ils sont rétribués, c'est encore mieux, quoi, parce que c'est pas tous les événements qui peuvent se le permettre, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que ça avait fait débat, notamment, c'était le salon du livre. Alors je sais plus si c'était 2017 ou 2018, il me semble que c'était 2018 où en gros il y avait eu un gros scandale parce que bah voilà, le salon du livre louait les plantes vertes du salon, par contre ne payait pas les auteurs en conférence ou en dédicace. Ah, Voilà, donc de gros, c'était un scandale, mais ça fait bouger les lignes et heureusement que ça commence à hmm. voilà à bouillir. Ouais. Effet cocotte minute, c'est bon, maintenant il y en a marre. Et tant mieux. Là-dessus, il y a la Ligue des auteurs professionnels qui se bat, donc qui essaie de faire reconnaître le statut des auteurs et des éditeurs, ou en tout cas des acteurs du monde du livre. Donc, je vais te mettre le lien dans le. Bien sûr. Donc, Donc dans le visuel, alors pour ceux qui voudraient, non, tu t'es trompé de chat, c'était celui au-dessus. mince, perdu. C'est dans le visuel. Dans le visuel, c'est ça, oui. Alors Voilà. pour ceux qui écoutent la VOD de la conférence, donc la rediffusion, vous ne pouvez pas avoir accès à ça, même, à part si peut-être on peut le mettre le lien en description, mais vous n'avez pas accès au visuel. Si vous voulez avoir accès au visuel, il faut aller sur le serveur Discord de Virtual Livre. On vous invite, comme ça vous pouvez assister aux conférences en temps réel, et en plus vous pouvez poser des questions à l'invité, et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Ok. Donc Donc voilà, pour préparer, voilà, pour organiser un salon du livre, en tout cas, pour venir à ça, super compliqué. Et puis, bah, une fois que l'événement est fait, bah, après, c'est à chacun de prendre ses petites responsabilités, déjà en tant qu'exposant pour organiser son salon, on va dire ça comme ça. Et puis pour les lecteurs, de faire en sorte aussi de préparer son salon, parce que mine de rien, ça demande une petite préparation. D'accord. Et ben, malgré ce que tu dis, malgré le fait que tu dis qu'effectivement les salons du livre sont assez coûteux et assez compliqués à mettre en place, et pourtant malgré tout ça, bien Paris, Besançon, Brive-la-Gaillarde, Ouessant, Fontainebleau, Saint-Louis, Bordeaux, Arras, j'en oublie plein dans la liste. C'est une liste non exhaustive, mais il y a quand même beaucoup de salons du livre en France. Comment expliquer ça?
Ah oui, il y en a plein. Alors, je pense que déjà, ça va être au niveau des zones géographiques, tout ce qui est proximité géographique des exposants, tant qu'à faire, hein, parce que, alors ça dépend de la disponibilité de chacun, mais c'est vrai que on va pas forcément faire 1000 kilomètres pour aller à un salon. Il faut que ça vaille le coup, déjà. Donc, si on la joue locale, on aura plus de chances de trouver des gens. Déjà en tant qu'exposant, ça c'est sûr. Et puis, ça va être accessible au plus grand nombre également. Si on regroupe tous les salons à un même endroit ou qu'on n'en fait pas assez, c'est un peu dommage. Je pense que les salons, mine de rien, quand on est auteur ou éditeur, c'est le moyen de faire vendre beaucoup de livres et de se faire connaître. Donc c'est aussi un investissement de notre part qui est pas négligeable. Et plus on va toucher de régions différentes, plus on va toucher de monde au final. C'est-à-dire que si on se concentrait que sur Paris, on n'aurait que du lectorat parisien, super. Mais au final, la France, c'est pas Paris. Voilà. Et après, ça va être aussi jouer sur la diversité des thèmes, des tailles, parce qu'on a des manifestations qui vont être vraiment toutes petites. Et parfois, même, ça commence dans une scène municipale. Et puis des événements qui vont grossir. Et des manifestations. Sont axés littérature jeunesse aussi. Pardon ? Il y a aussi certains qui sont surtout axés littérature jeunesse, pas littérature tout court, littérature jeunesse. Voilà, littérature jeunesse, littérature de l'imaginaire. On peut avoir des événements qui sont en intérieur, en extérieur. Il y a des manifestations dans des grands halls aussi. Voilà, il y a vraiment plein de choses différentes. Donc, en fait, chacun y trouve son compte, quoi, en fonction de ce qui l'attire le plus, en fonction des thèmes, etc. D'accord. Effectivement, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Mais ce qui est surtout intéressant, en fait, c'est les différents salons de livres qui sont à noter en l'étranger. Par exemple, en Europe, donc on a Helsinki, Francfort, Bruxelles, Turin, Varsovie. Il y a Cracovie aussi pour la littérature jeunesse. En Amérique du Nord, on a le marathon du livre à Haïti, le salon du livre de Montréal, qui est l'un des plus gros salons francophones, avec un autre qui va venir plus tard. En Asie, on a Beyrouth, le salon du livre libanais, qui est un autre gros salon francophone, l'un des plus gros francophones, à Taipei. Et en Afrique, on a Alger, Tunis. Comment expliquer cet export de ce phénomène à l'étranger ? L'avantage de la lecture, c'est qu'elle est universelle. Donc, au final, surtout dans notre temps, en fait, les œuvres, elles voyagent beaucoup, que ce soit dans l'espace, on a beaucoup plus de possibilités de les exporter. Puis même avec le numérique, acheter un e-book sur Amazon finalement, ou même sur un site indépendant, ça se fait en 2-2, quoi. Donc, on met sur sa tablette son livre et on est content. Et puis, tout ce qui va être aussi à travers le temps, c'est-à-dire que nous, on va accumuler aussi des livres et des savoirs qui s'écrivent et qui s'écrivent. Au final, on a... la lecture, il y en a beaucoup, beaucoup. Plus après, tout ce qui va se rajouter, je pense, au niveau de la médiatisation des personnalités du livre, parce que on est dans un monde aujourd'hui très multimédia, donc c'est-à-dire qu'à partir d'un livre, on peut en faire un film, une série, et ça va devenir des codes. Il y en a, aujourd'hui, ça devient même des mèmes, on va dire ça comme ça, mais voilà, des choses qui parlent à tout le monde, qui sont entrés dans la pop culture mondiale. Donc au final, les salons, ils peuvent être n'importe où. On va pas voir les mêmes œuvres parce qu'on va avoir des œuvres aussi plus locales, on est bien d'accord. Mais on va retrouver certains courants, certaines modes, certains livres qui ont eu du succès dans plein de pays différents. Et ça va être aussi l'occasion de retrouver des gens là-bas qui ont la même passion que nous et qui vont nous conseiller d'autres livres. Parce qu'au final, le voyage, avant de se faire entre salons, il se fait aussi dans les livres. Je me trouve très philosophe. mais surtout, ce qui est intéressant, je serais d'accord avec toi, mais surtout, ce qui est assez intriguant, là, à mon avis, dans tous les salons que j'ai cités, il y en a certains qui vont compléter dans le chat. Vous pouvez, si vous voulez, rajouter d'autres exemples que j'ai omis dans la liste exhaustive. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les salons de livres que j'ai cités, hormis les salons européens, c'est vrai que, étonnamment, rien qu'en Amérique du Nord, les salons viennent de Haïti et de Montréal, qui sont quand même des endroits plutôt francophones, même si on parle, même si à Haïti on parle aussi le créole. En Asie, il y a Beyrouth, il y a peut-être Taipei où justement c'est un pays un peu asiatique, mais sinon ensuite Alger, Tunis, c'est surtout des endroits plutôt francophones. Et en dehors de ça et des pays européens, bizarrement, j'ai pas l'impression d'avoir vu de salon du livre anglophone, par exemple. Que ce soit à Londres ou que ce soit aux États-Unis, j'ai l'impression ou même à la Nouvelle-Zélande, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Et pourtant. Je sais pas si c'est vraiment spécifique. C'est une bonne question. Je connais assez mal tout ce qui est étranger. Alors, ils font beaucoup de dédicaces. Ça se fait quand même, les événements. Alors, est-ce que c'est autour vraiment que d'un seul livre, etc.
Je sais pas. Après, il y a quand même des réunions. Alors, je sais pas si dans tout ce qui est réunions pop culture, genre Comic-Con, tout ça, qui sont très répandues, en tout cas aux États-Unis, par exemple, il y a des sections littéraires. Ça, c'est une grande question, parce que c'est le cas en France, en fait, au final. Tout ce qui est événement comme pop culture, Comic-Con, il y a des quartiers littéraires. Est-ce que c'est le cas aux États-Unis, par exemple? Bonne question. Mais je pense pas. D'accord. Mm. Euh, Ouais, c'est à réfléchir, en tout cas. Est-ce Voilà. que on va peut-être passer à quelques questions du public? Parce que c'est vrai qu'on a bien abordé le thème, mais peut-être que certaines questions du public vont nous permettre d'approfondir le thème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions? Sachant que vous pouvez poser les questions en MP ou juste démuter votre micro pour la poser oralement. On évite de les poser dans le chat Mm, parce mm. qu'on a peur qu'après Ap- elles soient dans la masse. Après, on peut aussi parler parce que, en fait, je crois que j'ai mal interprété ta troisième question quand tu me l'as envoyée sur comment préparer un salon du livre. Hmm. Moi, j'ai orienté mes réponses sur comment, en tant qu'auteur et en tant que lecteur, on organise son salon. Donc, je sais pas si c'était ça la question initiale, mais Après, si tu as envie d'apporter d'autres réponses, tu peux j'ai toujours. plein de réponses à apporter. Ok, bah on reporte les questions du public à plus tard dans ce cas. Vas-y. Oui, voilà. Mais n'hésitez pas entre-temps à poser les questions, pas de souci, on les note et puis comme ça, on se les Posez-moi les repose plus tard questions à la en limite. MP Hein. et ceux qui préfèrent attendre de la poser oralement, vous attendez, c'est tout. Ça marche. Bah, et puis comme ça, je pense qu'il y aura peut-être plus matière aussi à débattre entre nous, parce que je pense qu'on a tous nos habitudes de salon aussi, on va dire ça comme ça. Quand on visite un salon, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est le Alors moi j'ai moment. plus l'expérience des conventions geek, mais les salons de Oui, livre j'en ai très peu fréquenté au final. Une fois un d'accord, salon de la BD, une fois un salon de la BD mais quand j'étais gamin. d'accord, mais ça va être un petit peu la même chose. On peut penser un petit peu au même, voilà, au même. Ah mince, j'ai perdu le mot. Mais voilà, on peut organiser un peu de la même manière, ça c'est sûr. Alors, déjà, ce qui est important, je pense, alors quand on est, je vais d'abord me placer côté lecteur ou côté visiteur, on va dire ça comme ça. Déjà, il faut savoir organiser son planning, c'est-à-dire qu'un salon du livre, on va avoir déjà des conférences, comme c'est le cas aujourd'hui. On va avoir des auteurs qui ont des temps de dédicaces, Mm. c'est possible aussi. Donc voilà, des auteurs qui sont dispo de 14 à 16, etc. Donc, c'est super important, je pense déjà, pour pas être frustré au moment de l'événement, de préparer son planning. Mm. On se dit, ok, d'abord le samedi, je vais voir ça, après je vais faire ça, après je vais faire ça, etc. On essaie de quand même planifier un minimum, de se renseigner qui est là. Parce que, mine de rien, non, c'est super important, même dans les salons du livre surtout, c'est que ça m'est surtout arrivé en tant que visiteuse. Je vais en salon et puis je me rends compte qu'il y a un auteur que j'adore qui est là et je savais pas qu'il était là. Et je me dis, mais mince, j'aurais dû prendre mes bouquins pour les lui faire dédicacer. Mm. Et je me retrouve con parce que j'ai pas envie de faire la queue pour lui parler et lui dire j'ai adoré ce que vous avez écrit, mais je peux pas acheter vos livres parce que je les ai déjà, quoi. Mais Donc, il y a aussi des moments où il y a des invités qui sont prévus. C'est très rare, mais il y a des invités qui sont prévus et on n'a rien du coup. Mais comme ça a été prévu à l'improviste, bah du coup on n'a rien. C'est déjà arrivé par et exemple oui. quand j'étais allé au Montpellier Game, c'était Jordan Mechner qui devait organiser une conférence, donc j'avais ramené le jeu Super NES Prince of Persia, mais à côté il y avait mais plus tard, on avait appris qu'il y avait deux autres concepteurs de jeux français qui se sont rajoutés au tas. J'avais leurs jeux, mais j'ai pas pu les ramener parce que j'ignorais qu'ils étaient là. Bah oui. Ah, même parfois, oui, ça arrive, effectivement. Mais dans ce cas-là, on est tellement frustré. Enfin, c'est très frustrant, je trouve. Ouais. Ah. Mais bon, voilà. Donc, bien préparer, se renseigner sur qui est là, qui est pas là. Et comme ça, on prépare ses livres à faire dédicacer. Alors, attention, certains événements ont des restrictions au niveau, en matière de livres à faire entrer en salon. Je crois que c'était encore Livre Paris qui voulait pas qu'on fasse rentrer de livres dans l'événement parce que c'était possiblement aussi faire du vol. Par exemple, partir avec des bouquins en disant mais non, c'est moi qui les ai ramenés. Bon, bref, selon eux. Alors, fallait rentrer avec les livres, rajouter une petite étiquette dessus à l'entrée pour dire que c'était les nôtres. Enfin, bref, c'était n'importe quoi. Mais la plupart des autres événements, ils acceptent tout à fait qu'on emmène ses propres livres. Hein. Pas de souci. Voilà. Après, la deuxième chose, c'est organiser son budget. Je pense que c'est la même chose au niveau des salons pop culture, voilà. Mais surtout en ce moment, Mais en fait, la plupart des conventions populaires, j'en ai eu ce débat-là avec certains otaku, c'est qu'il y a des petites conventions comme la Jonetsu ou la Bakanim qui sont faites par des passionnés au sein d'écoles ou alors en sein d'événements ressemblant vraiment des passionnés, où là, du coup, il y a vraiment des rencontres, des tout ça, et c'est pas vraiment axé commercial. Mais par contre, la Japan Expo et la TGS, je suis désolé, c'est devenu des Auchan géants.
Ah oui, ah non mais complètement. Mais du coup, si on n'a pas un minimum, enfin, on calculer son budget, mais on achète tout. C'est ça. Parce que les tentations sont partout, c'est terrible. Et quand on est un lecteur dans un salon du livre, c'est terrible parce qu'il y a aussi beaucoup de tentations. On se dit, oh, celui-là, il a l'air bien. Oh, en plus, celui-là, il y a l'auteur qui est en dédicace, quoi. Faut vraiment que je le prenne. C'est terrible. Plus après, les copains lecteurs ou auteurs qui disent, celui-là, il est bien, faut que tu le prennes aussi. Donc, c'est toujours bien d'anticiper un petit budget. Alors, souvent en espèces, de plus en plus d'auteurs et d'éditeurs ont des machines carte bleue, ça c'est cool. Mais attention, on arrive à se faire piéger aussi. Pas tout le monde, hélas, n'est encore à la pointe de la technologie. Oui. Alors par contre, c'est plus facile de contrôler son budget maintenant quand on est dans des grosses conventions parce que de plus en plus, vraiment de plus en plus, on a des stands qui sont là pour vendre des contrefaçons. À la Japan Expo, il y a eu pas mal de stands. Ah oui, bah ça, la revente, oui. En contrefaçon. Alors je sais pas comment ça se déroule dans les salons de livres, hein, mais il y a beaucoup de contrefaçons dans les salons, dans les stands généraux. Je parle pas des stands officiels de manga où là justement c'est que des produits officiels. Pas de super bonne qualité des fois, mais des produits officiels. Il y avait vraiment des stands où il y avait des espèces de sortes de goodies alternatifs. En fait, on se rendait compte que c'était. Ils avaient pris un fan art qu'ils ont imprimé à la Zob sur un truc. Enfin voilà, on pouvait se faire avoir facilement. Oui. Et du coup, beaucoup de gens qui sont habitués des conventions te diront va dans les stands des petits artisans. Parce que eux, tu peux être sûr que c'est fait maison et tu fileras tes thunes à quelqu'un qui en a besoin. Du coup, c'est plus facile de se contrôler. À part les stands officiels, mais c'est pour acheter surtout des mangas, donc c'est pas la peine, quoi. Bref, oui. C'est ça. Bah, l'avantage des salons du livre, c'est que globalement, c'est les auteurs ou les éditeurs qui apportent leurs livres et les artisans qui apportent leur création. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de revente, on va dire, de matériel ou quoi. À la limite, il y a juste les librairies qui vont représenter beaucoup d'auteurs différents. Donc, c'est des librairies qui viennent soit pour faire de la vente de ce qu'ils ont en rayon, soit, par exemple, pour vendre des exemplaires d'occasion, quoi. Mais on va pas parler de trafic ou de... voilà, comment tu avais dit, de produits dérivés, contrefaçon, voilà. Y a pas de, à la limite, peut-être on va se rendre compte qu'un des auteurs présents est un gros plagiaire et que, voilà, mais sinon, j'ai pas la... Oui, voilà, mais ça reste limité à ce niveau-là. J'ai pas eu d'écho d'histoire de grosses contrefaçons de bâtards. En tout cas, non. Y a peut-être quelqu'un qui est habitué des salons du livre qui va me dire si c'est déjà arrivé à telle époque, mais moi j'en ai jamais entendu parler en tout cas. Oui, enfin, je pense pas. Après, il y a des salons, bah voilà, qui vont lier un peu les deux, que ce soit Japan Expo par exemple, où effectivement il y a un peu de tout. Il y a le Salon Fantastique aussi à Paris. En plus, là, les dernières années, ils ont fait conjointement avec, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un truc Japan aussi. Donc effectivement, quand on allait dans un endroit du salon, il y avait plein de stands, pas de contrefaçon, mais voilà, de goodies, de manga, tout ça, à côté d'un salon. Du livre parfois un peu médiéval ou quoi, on se disait bon, on sait pas ce qu'ils font là, mais cool. Chacun pouvait trouver son bonheur comme ça, c'était vraiment très familial. Voilà, après, au fur et à mesure, je reviens du coup à l'organisation. Donc, quand on est lecteur, on organise son sac. Parce que quand on va au salon du livre, finalement, on part en expédition. Je pense que c'est aussi le cas quand on part en convention. Voilà. Après la ruée vers l'or, la ruée vers le livre. Exactement. Déjà, on prépare des sous. C'est important, préférentiellement en espèces. On prend nos livres, donc comme j'avais dit, les livres qu'on peut faire dédicacer. On prend des sacs, des tote bags, parce que ça, il faut garder à l'esprit que les auteurs ou les éditeurs, ils n'ont pas forcément des livres à donner. Amélie, est-ce que tu pourrais couper ton micro, s'il te plaît? Merci beaucoup. Excuse-moi, Yéline. Pas de souci. Je disais de bien prendre des sacs pour stocker les livres parce qu'après, on voit des gens qui sont pas préparés, qui se promènent avec 5-6 livres dans les bras pendant tout le salon, en mode on aurait dû prendre un sac. Alors, et en plus, alors pourquoi des tote bags spécifiquement? Oh, c'est on va dire l'écologie au service du livre. Ah. On peut prendre des sacs, ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Mais le côté tote bag, en plus, ce qui est marrant, c'est que souvent les tote bags, on va les acquérir avec à l'effigie de personnages qu'on aime bien ou avec des slogans ou des choses comme ça. Donc en plus, on fait pas des échanges, mais on dit ah il est cool ton tote bag. Ah ouais, regarde le mien, il est beau. Enfin vraiment. Ouais, bien sûr. Voilà. Éventuellement, de toujours prendre aussi un éco-cup, parce que dans un salon, on marche beaucoup, on parle beaucoup. Donc, toujours avoir soit une gourde, soit un éco-cup pour aller à la buvette.
un appareil photo, parce que en fait, on est tellement ému quand on voit parfois des auteurs, on se dit, allez, on va prendre une photo avec lui, c'est trop bien. Un smartphone est aussi possible. Smartphone est aussi possible, bien sûr. Et surtout, si jamais ça nous arrive de pas prendre le livre ou justement de découvrir comme toi qu'il y avait quelqu'un qui était là et qu'on aurait voulu avoir une petite griffe, c'est toujours bien de prendre un petit carnet avec soi. Parce que justement... Il y a Stéphie qui dit, il y en a qui viennent avec des valises LOL. Ah, mais c'est vrai qui arrivent avec des valises vides et qui repartent avec des valises pleines. Mon Dieu. Voilà. Ça, c'est les rats de bibliothèque puissance 1000, ça. Ah, c'est surtout qu'on fait nos réserves pour l'année. Si on fait un seul salon du livre, on se dit, allez, je prends tout maintenant, et puis... Voilà. Non, en vrai, on a surtout des piles à lire monstrueuses, en fait. C'est surtout ça. Voilà, et après, l'avantage des salons, c'est qu'aussi, alors, période Covid, bon, c'est un peu compliqué, hein, mais c'est aussi l'occasion de se retrouver entre amis, surtout si on s'est rencontrés avec cette même passion du livre, ou parce qu'on est des amis auteurs ou éditeurs, etc. C'est toujours un bon moyen d'avoir un événement entre nous, quoi. De se dire, ah ouais, on va aller visiter un salon du livre, c'est chouette. Et il y a beaucoup de plus en plus de communautés ou de regroupements de blogueurs aussi, où on va justement aller visiter ensemble, se rencontrer, et puis quitte à faire, par exemple, un pique-nique ou une petite contre-conférence entre nous dans un endroit, etc. Donc ça se fait de plus en plus et c'est toujours bien sympa. Il y a Nemila qui a justement sa chaîne YouTube et son Instagram qui pourra peut-être nous en parler de ça après la conférence. Ça peut être intéressant. Ouais, tout à fait. Donc voilà, après, quand on y est en tant que visiteur, alors là c'est là toute le... voilà, c'est l'hémistiche, c'est le moment, ça y est, on y est, on est au salon. Ouais, on l'a attendu depuis si longtemps, on l'a préparé, etc. Parfois, on vient de loin aussi, parce qu'il y en a qui font toute la route, qui prennent le train ou quoi, avec leur valise, justement. Et du coup, là, on est tout content. Et voilà, ça y est, il y a les stands qui sont là. Et puis, parfois, faut voir comment ça se passe, parce que tous les éditeurs ou auteurs sont pas toujours, on va dire... on peut pas toujours avoir la même approche. Donc après, c'est vrai que, bon... Le salon du livre, déjà, un livre, c'est quoi? C'est quelque chose pour des gens qui sont surtout introvertis. On aime bien être dans nos petits livres, dans nos petits mondes, tout ça. Donc c'est vrai que tout à coup, on se retrouve catapulté dans un événement où on doit parler à des gens, où on doit aller rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est toujours compliqué parfois, non mais je comprends tout à fait. Mais moi, quand je suis un visiteur, j'ai peur de m'approcher des stands. Ça me gêne tellement. J'arrive, je veux juste lire le résumé. Je veux pas parler en fait. Je veux pas socialiser. Je veux juste voir de quoi parle votre livre en fait. C'est tout. Et puis on va voir après si je le prends, si je le prends pas. Ça, après, ça dépend vraiment des auteurs qu'on a en face, parce que on peut avoir des expériences des fois avec des auteurs qui vont nous tenir la jambe, mais pendant longtemps, et on est super gênés parce qu'on veut pas les couper, c'est des inconnus quoi pour nous. Alors, si je peux donner un conseil moi personnellement, parce que moi j'ai vécu la même chose avec des conventions, c'est vrai que des fois je rencontre les petits artisans, ça va parce qu'il faut juste faire une approche naturelle en mode voilà, je viens, je discute avec eux de ce qu'ils font, etc. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais dans tous les cas on peut pas dire que l'effort a été fait. Et c'est vrai que c'est plus compliqué quand ce sont des invités qui ont une certaine audience quand dans les conventions. Et en général, là, c'est pareil, faut pas être gêné. Ça, c'est un conseil que je peux donner aux gens. Il faut pas être gêné quand vous rencontrez que ce soit des écrivains, des vidéastes ou tout ça, pour le cas des conventions ou juste des mangaka ou tout ça. Il faut pas être anxieux, faut pas être angoissé. Faut pas perdre la face, faut venir, faut discuter avec eux. C'est des mecs lambda, les gars. Donc, si vous tapez la Oui, tout à fait. De manière générale, les gens sont super accessibles et super gentils. Ça, il n'y a pas de souci. Après, la particularité des auteurs, c'est qu'ils vendent quoi? Ils vendent un livre, donc ils vendent une histoire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Souvent, ils vont raconter leur histoire. Raconter, voilà, ça parle de ça, de ça, de ça. Et puis, il y en a qui vont raconter, comment j'en suis à venir à écrire cette histoire, blablabla. Et puis, du coup, en fait, ce qui est super compliqué, c'est que parfois, ça arrive malheureusement à pas mal de visiteurs, des achats forcés. On est super embêtés parce que l'auteur nous a parlé pendant 20 minutes et on n'ose pas lui dire je suis désolée, votre livre m'intéresse pas, quoi. Je vous ai fait perdre 20 minutes de votre temps de salon.
et du coup on lui prend son livre, quoi. Mais c'est super embêtant. Ça m'arrivait aussi dans mes premiers salons, hein, parce que on n'est pas intéressé, mais finalement on se retrouve à acheter un livre dont on veut pas. Après, l'alternative, c'est plus de se dire, ah bah je vais vous prendre un flyer, comme ça j'y réfléchis, puis je fais un tour de salon, puis je reviens vers vous si jamais. Voilà, faut trouver des petites tactiques Euh, pour déjouer un peu ça. Ou alors il y a le. Ouais, bah, bonne continuation, c'est en mode je peux pas l'acheter, mais bonne chance pour la suite parce que votre projet est dingue. Oui, Voilà, il y a ça aussi qui peut faire bien. Rien que ça peut. Ça dépend, mais il y en a certains qui le prennent assez bien quand on fait ça. voilà. Bah, après, je pense que ça dépend vraiment des auteurs. Après, quand on est face à un auteur, voilà, tu disais tout à l'heure, c'est des humains, bah oui, ils sont sympas, ils sont gentils, on peut leur dire bonjour déjà. Moi, je suis côté auteur plus généralement, plus que visiteur, mais c'est vrai que quand on a des gens qui arrivent et qui prennent le bouquin sans un regard, sans dire bonjour, Ouais. bah, voilà, l'humain est des deux côtés aussi. Donc, moi, ce que je fais généralement en tant qu'autrice, je dis, bah écoutez, je vous laisse lire le résumé, regardez, si vous avez des questions, je suis là, si vous avez besoin de renseignements, je peux vous en raconter plus. Et il y a des lecteurs qui vont dire, bah non, moi j'aime bien comment pitch un petit peu quand même dès le début, voilà de quoi ça parle pour attirer mon attention. Ça, là, ça dépend vraiment de chaque personne, quoi. Mais voilà. Après, qu'on n'hésite pas à dire aux auteurs, ah bah je veux une petite dédicace, ça serait cool, ou une dédicace à une autre personne. Hein, si on veut acheter le livre à une autre personne aussi, ça fait un beau cadeau, mine de rien. Prendre une photo avec lui s'il veut, etc. Pas le prendre en photo sans lui demander l'autorisation, s'il vous plaît. Ça se fait pas. Je pense que dans toutes les conférences, ça se fait pas. Mais voilà, en tout cas, faut juste être naturel, quoi. Même si il y a des auteurs, effectivement, comme tu disais, parfois, ou même des créateurs, ils ont une grosse communauté, etc. Donc ça peut être intimidant. Mais voilà, en fait, finalement, c'est juste des gens qui vivent de leur passion, donc il n'y a pas une grosse. Il n'y a pas que ça en fait, il y a aussi, je dis pas ça que ça, c'est que comme tu le dis, il y en a qui sont humains, très sympathiques, à bientôt on en a rencontré beaucoup, et c'est vrai qu'il y en a certains qui sont assez asociaux, on en a croisé, on ne donnera pas de nom, mais qui sont pas forcément très très agréables. Le contact humain c'est pas trop leur fort, je parlais surtout Ah je oui, parlais pas non. de ceux qui ont une grosse commu, ça ils peuvent pas le contrôler, et ils font ce qu'ils peuvent, mais il y en a certains, Oui. Bon, voilà quoi. Oui, non, non, mais c'est sûr. Et puis, oui, il y en a qui sont pas du tout amènes. Déjà, il y en a, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont en salon, en fait. Hein. Ils se sont sûrement fait inviter par leurs éditeurs parce que, bah voilà, ils attirent du monde ou quoi. Mais au final, on sait même, enfin, ils ont pas l'air contents d'être là. Alors, Nemila, Ça arrive. pour répondre à ta question, elle dit, oh, il y en a qui, avec une grosse commu qui sont vraiment pas gentils. Ah, bien sûr, il y en a certains, leur succès, ça leur monte à la tête et ils deviennent antipathiques par le. Mais en règle générale, le fait d'avoir une grosse commu, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Tu l'as et c'est comme ça. Et après, oui, dans le lot, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ceux qui sont vraiment humains et chaleureux et ceux qui, niveau contact humain, bon, on repassera quoi. On est très vite déçus quand on passe devant leur stand. Voilà quoi, c'est juste ça. Voilà. Après, je pense aussi, je me mets là côté auteur, surtout qui ont une grosse commu, parce que ça m'est arrivé aussi d'avoir des moments de rush avec des gens qui faisaient la queue, tout ça. Et quand on a quelqu'un en face de nous qui parle, et on se dit, mais il y a des gens derrière qui attendent, j'aimerais aussi pouvoir leur donner autant de temps et autant d'énergie. On n'a pas envie d'être méchant, hein, mais c'est juste, voilà, on aimerait bien voilà, passer son tour, ok, merci en tout cas d'être venu, c'était super sympa. Voilà, maintenant il faut que j'aille, il y a d'autres gens qui attendent, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a une pression aussi parfois chez certains auteurs qui ont une grosse communauté et qui peuvent pas accorder 15 minutes à chaque personne, c'est pas possible humainement parlant, physiquement, quoi. Mais bon. Il y a Nemila qui rajoute, à la fin de la conférence, ça va faire entre nous trois, elle fait oui, ou parfois t'as aussi cet auteur timide qui ne te parle pas et qui répond pas vraiment et qui fait que signer ton livre, ça sert pas à grand chose, la dédicace c'est un lieu d'échange plus qu'autre chose. Ah bah oui, ouais. C'est vrai que dans c'est dommage aussi. Dans les fameuses conventions, enfin, il y avait quand j'étais à ce salon de BD auquel j'étais quand j'étais gamin et les conventions, j'ai remarqué qu'il y avait souvent ça, c'est vrai, c'était le côté. Il y a ceux du coup qui signent. Alors soit c'est des mecs qui sont effectivement timidouilles ou simplement c'est des japonais, ils parlent pas la même langue que toi, donc ça sert à rien de communiquer, tu vois. Ou alors des fois des fois il y en a certains qui pendant qu'ils signent ils disent, alors dis-moi un peu ce que tu fais dans la vie. Ok, d'accord, et ils discutent avec toi. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus plaisant que le simple gars qui fait signe, il fait bonne journée. Ah oui, non, c'est ça. Oui, il faut créer le souvenir autour de la dédicace, quoi. C'est ta dédicace, quand tu la regardes, tu te dis, ah ouais, ça me rappelle, j'avais eu cette conversation, c'était le moment, etc. Voilà, tu te retrouves avec une dédicace où il m'a juste signé en me disant bonjour, au revoir, bon C'est ça.
finalement, pourquoi je suis venue, quoi. Ça n'a pas gros impact. Après, je peux comprendre que, surtout dans l'univers du livre, où aussi, parfois, les auteurs sont encore plus introvertis que les lecteurs, c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde, parfois, on se sent submergé. Enfin, c'est parfois très compliqué pour nous à endurer. D'un point de vue sensoriel, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de mouvements, on enchaîne beaucoup parfois les dédicaces, on n'a pas le temps de manger ou de boire, etc. Des fois, c'est compliqué. Des fois, ça arrive, c'est compliqué. Mais après, heureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, faut se concentrer sur les bonnes rencontres. Voilà. Mais ouais, après, quand on est face à un stand, je pense qu'il faut aussi voilà, de discuter avec l'auteur, tout ça. Mais des fois, il y a des gens qui parlent aussi qui pensent à voix haute. Donc, c'est votre couverture, elle me fait penser à tel bouquin, ou votre résumé, ça me rappelle Harry Potter. Mais ça a l'air un peu nul quand même. Enfin, il y a des gens, ils pensent tout et on dit, mais pourquoi on est là? Ça arrive aussi c'est assez particulier parce que du coup, des salons, on est humain face à des humains, mais il y a toujours le côté. Parfois, il y en a qui pensent comme si c'était encore entre écran, quoi. Enfin, c'est particulier, je sais pas. Attends, tu parles des gens des gens du. Bon, après, c'est le gros problème de quand tu fais une œuvre publique. Il y a forcément, il y a un moment où tu prends des trucs un peu assassins dans la gueule, ça fait pas plaisir. Mais Ah non, mais des fois, c'est même pas assassin, c'est juste les gens, tu sais, ils arrivent et puis ils pensent un truc tout haut et t'es là. Et pourquoi? Mais ça va encore parce que j'ai entendu certaines histoires dans des salons du livre où ça se disait entre auteurs de la même maison d'édition. Ils étaient sur le même stand et il y avait des trucs qui se disaient entre eux, c'était un peu moyen, quoi. Ah oui, non, non, mais après, il y a du drama partout, ça. Enfin, entre auteurs, entre éditeurs, entre stands, mais c'est un monde de drama. Bon, bref, ça, on va pas y revenir. Moi, je plonge pas trop là-dedans. Moi, j'écoute, mais je participe pas. Je regarde ce qui se passe et je vis ma petite vie. Ça me va très bien. Non, mais à un moment, on regardait avec un pote des vidéos des années 90, et à un moment, il y avait un extrait qui se déroulait dans un salon du livre. Ça concernait Jean Edernali et François Chalet. Et en fait, il y en avait un il disait à l'autre, vous avez participé à Je suis partout, journal collaborateur, il dénonçait les juifs. Et là, enfin, c'était dans les années 70-80, et là, le mec, il s'est fait quoi? Et il prend le standard, il lui éclate dans la gueule. Et j'ai montré ça à mes potes en disant, ça se passe comme ça dans les salons de livres. Il fait, non, mais tu te rends pas compte, mais il y a des dramas qui sont comme ça arrive régulièrement. Ah, mais tout le temps, mais tout le temps. Ah non, mais voilà, c'est un autre monde. Revenons à des choses plus positives. Hein. Revenons à des choses plus positives. J'en étais où Ah oui, quand on était avec un auteur au stand. Alors déjà, oui, alors ça dépend aussi de la taille des salons, mais parfois on est avec des potes, etc., et puis on se met à discuter, et puis on se plante devant un stand et on bloque la vue. Enfin, c'est tout truc tout con aussi, je pense que ça arrive en convention. Hein. Mais voilà, vous plantez pas devant des stands, laissez les gens circuler, parce que ça va pas le faire. Voilà, et alors ça aussi, ça arrive, on a des gens qui se pointent en salon avec leurs manuscrits. Donc déjà, on les voit, c'est des gens qui arrivent avec des feuillets qui sont agrafés, ou parfois même c'est des cahiers, enfin, bref, et qui arrivent à tous les stands et puis qui demandent « Vous éditez des livres ?» Alors moi, je suis indépendante, donc je dis « non, moi je fais juste vendre les miens, et puis voilà. » Mais qui vont aller les mettre dans les mains des éditeurs pour faire lire. Alors, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, les salons du livre, c'est aussi des rencontres entre lecteurs, mais éditeurs aussi. Donc, il y a des salons, par exemple, notamment, je pense aux Imaginales, qui proposent des speed dating, par exemple, entre lecteurs, enfin, écrivains, futurs écrivains, et éditeurs. Donc, les gens doivent présenter et pitcher leur projet devant un éditeur pendant 10 minutes. Et après, l'éditeur dit si c'est intéressant, s'ils sont potentiellement OK pour avoir le manuscrit, etc. Donc, il y a aussi ce côté, les salons du livre, c'est pour vendre des livres qui sont actuels, mais c'est aussi pour créer des livres qui seront publiés demain. Il y a tout ce côté-là. Mais du coup, il y a des gens qui arrivent avec leurs manuscrits et qui posent sur la table les manuscrits, pouf. Voilà, j'ai écrit mon livre, j'ai commencé à l'écrire il y a 3 ans et puis je comprends pas, j'ai été refusée 6 fois. Bref. Les gens qui se mettent à parler de leur vie et puis les pauvres éditeurs qui sont là, ouais, mais moi j'essaie de vendre mes livres d'abord et puis après on parlera du vôtre. Mais
Après, ça fait des bonnes rencontres aussi. Il y a des gens, ça notamment, j'aime bien. Alors, que ce soit des gens qui écrivent, ça peut être des gens qui dessinent aussi, ou des correcteurs, même des traducteurs, qui arrivent, qui se présentent et qui donnent des cartes de visite. Et ça, je trouve ça chouette parce que ça permet quand même de créer du réseau. C'est des gens à qui on va envoyer un mail ou qu'on va contacter plus tard, voilà, pour créer des projets ensemble. Bien sûr. Mais c'est vrai que les gens qui viennent pour imposer des projets, parfois, c'est lourd. Ouais, surtout quand on sait le nombre de manuscrits que reçoit un éditeur, Oh c'est comme si tu bosses comme développeur web quelque part, t'as envie de prendre un week-end de repos et on te remet une couche de HTML sur la tronche, t'as envie de dire laisse-moi me reposer. Ah ouais, non, c'est C'est pour ça. ça parce que en fait, même si les salons du livre, il y a un côté marketing dedans, c'est quand même un lieu un peu de relaxation un peu pour les éditeurs et les écrivains. Et je définirais pas les salons comme un lieu de relaxation parce qu'on arrive le soir du dernier jour, on est sur les rotules, mais vraiment on est Voilà. mort, on dort pendant Mais je c'est un sais moment pas de combien de plaisir, temps. c'est ça que je veux dire. Ah voilà, Ouais, un on moment de est là plaisir. on est là pour le plaisir, ça on est bien d'accord, ça nous fait plaisir. Après l'éditeur il est là déjà pour vendre les livres qu'il édite et puis alors ça arrive quand même des gens qui se sont intéressés pour éditer, mais dans ce cas-là, ça va être plus être se renseigner sur la collection, acheter justement un livre de la maison pour savoir pas si notre projet va rentrer dans la ligne de publication, des choses comme ça. Mais ouais, les éditeurs, ils sont pas forcément là pour réceptionner des manuscrits, quoi. Ils sont là pour que leurs auteurs prennent du plaisir à dédicacer, pour vendre leurs livres, etc. Donc, D'accord. voilà, côté lecteur, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas s'il y a des remarques dans le chat, parce que vous avez peut-être été nombreux à avoir des expériences de visiteurs de salon. Il y a Nemila qui parle de. Mais parfois, t'as la file d'attente de dédicaces qui bloque devant les auteurs et t'es désolé et t'y peux rien. Et il y Ah a ouais. Saline qui dit à Livre Paris, il y a une matinée réservée aux pros aussi. Donc voilà. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, il y a des conférences et des choses qui sont réservées aux pros. Oui, alors là, les files d'attente devant les autres auteurs, ouais, ça arrive, c'est malheureux, mais bon. Mais même nous, quand on fait la queue, on est tellement désolés, on sait pas où se mettre. C'est notamment le cas aux Imaginales sous la tonnelle. Alors, en fait, parce que les Imaginales, donc c'est je veux dire le plus gros événement de la littérature de l'imaginaire. Quand même, c'est un gros événement. Des beaux écrivains qui sont là. Beau programme. Et du coup, en fait, c'est divisé en deux, on va dire ça comme ça. On a la grande tonnelle, donc c'est une tonnelle dans le parc où il y a tous voilà, les éditeurs, les auteurs, avec les plus grosses communautés du coup qui sont regroupés là, avec voilà, grosses dédicaces, grosses sorties. Et puis à l'extérieur, on a plein de petites tonnelles avec tous les autres petits éditeurs et puis des auteurs indépendants ou des illustrateurs, etc. en extérieur. Donc c'est super sympa. Mais du coup, la tonnelle, elle est grande, mais elle a des avantages que ces couloirs sont pas super extensibles non plus. Donc c'est vrai que quand on a, voilà, j'avais fait la queue moi pour Christelle Dabos il y a 2-3 ans. Ouais, on a bloqué un peu toute la rangée d'auteurs. On était vraiment navrés, quoi, mais c'était. Christelle Dabos qui sera en conférence avec Victor Dixon ce soir. Oui, C'était le petit instant promo. Voilà. exactement. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres remarques en tant que visiteur. Avril aussi, c'est Des expériences partagées, peut-être. je pensais surtout à peut-être recueillir quelques questions. Si vous voulez poser des questions, Ouais, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous pouvez vous démuter ou envoyer les questions en message privé. À m'envoyer les questions en message privé, vous pouvez y aller. Vous pouvez vous démute si vous avez une question. Moi, j'en avais potentiellement une. Oui. Mm. Mathie. C'était... Oui. Oui. Bonjour Taiki. Bonjour. Comment... Je suis ton compte Instagram Yelena et du coup Oui. j'avais vu, j'ai suivi tes pérégrinations sur certains salons et D'accord. Est-ce que c'est vrai que du coup c'est parfois très compliqué pour les auteurs de fantasy du coup de se démarquer surtout dans les salons où c'est pas des salons axés SFFF quoi. Ouais. Quand c'est des salons un peu Oui. plus généraux, est-ce que tout de suite l'ambiance devient un peu moins Ah, sympa du coup pour les auteurs de fantasy? ça dépend. Alors oui, effectivement, je vois de quoi tu parles et oui, ça m'est arrivé où là, on se sent vraiment marginalisé en fait. Où on voit qu'il y a une scission entre ce que certaines personnes considèrent comme j'ouvre les guillemets, de la vraie littérature et puis ceux qui écrivent voilà des petites aventures dans des mondes imaginaires, mais qui écrivent pas
pour de vrai, je rajoute encore des guillemets. Et c'est vrai que là, on se sent un peu mal à l'aise, mais on est toujours... En fait, malgré ça, malgré des petites frictions entre confrères, consoeurs qu'on peut rencontrer, on est là pour les lecteurs, en fait. Et là, par contre, le monde sera toujours au rendez-vous parce qu'on aura toujours des familles, des gens qui sont là, mais qui sont ouverts à tout. Donc, au final, on est là pour ces gens-là. On n'est pas forcément là pour ceux qui vont nous dénigrer. Donc, tant pis pour eux. Hein. Je considère que la littérature, elle doit être prise dans son ensemble. Et puis, voilà, on apprécie après plus ou moins de genres différents. Mais ouais, ça arrive. Hélas, ça arrive. Même après, là, du coup, ça aborde une anecdote. Je crois que je l'avais racontée justement sur mon Insta, mais c'était une anecdote assez vieille. C'était en 2018, je crois. Donc, j'étais à un salon du livre. Et j'étais en face de la scène des conférences. Et donc, ils invitaient une autrice de littérature blanche avec un libraire qui faisait le conférencier. Et puis, qui disait... Non, c'était pas une autrice de littérature blanche, pardon. C'était une autre libraire de littérature blanche. Et le conférencier dit ah bah voilà, encore une libraire comme on les aime, une libraire qui vend de la vraie littérature. Et moi, j'étais avec mon stand juste devant. On s'est regardé parce qu'on était toute une brochette. En fait, on était une brochette de 5 stands de SFFF. Et on s'est regardé en mode mais il est sérieux. Mais il est sérieux. Oh, bon, bref, après, on a passé un bon moment. On a bien rigolé de ça et ça nous reste en tête, quoi. Mais il y a voilà, ce côté... la vraie littérature et puis le reste, quoi. Alors qu'au final, tous les livres se valent. Enfin, c'est... Ça m'a rappelé un moment, c'était sur... bon, ça n'a rien à voir avec les salons de livres, mais ça m'a rappelé un moment sur France O, dans une émission qui s'appelait Au quotidien, ils avaient invité par erreur un chanteur parodique qui s'appelait Didier Super. En pensant que c'était noir, oui, je l'ai vu, oui. Il y avait son ami, un ami noir qui posait avec ses habits, et ils ont cru que c'était un chanteur noir et ils l'ont invité. Et en fait, à un moment, ils font chanter une chanteuse et d'outre-mer et disent oui, alors Didier Super, vous venez d'écouter une chanteuse, une vraie, quelqu'un qui a du coffre, sous-entendu, c'est un chanteur de pacotille. Et lui, il fait j'ai pas compris la question. Il fait, vous avez pas dormi pendant qu'elle a chanté? Il fait si, mais j'aurais rien à foutre. Oh non, ouais. C'était la meilleure. Incroyable. Et moi, ça me faisait rire parce que le mec, il disait une chanteuse, une vraie, et du coup, il s'est fait envoyer bouler, quoi. Ça m'a fait rire. Après, je pense que même si on n'est pas forcément dans les standards de ce qu'on pourrait attendre de nous, c'est important qu'on soit là, enfin, partout. C'est vrai qu'on est plus à l'aise dans un environnement qu'on connaît. Donc moi, les salons de l'imaginaire, par exemple, ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut que je délaisse le reste, en fait. Enfin, on a notre place partout et ça serait dommage qu'on devienne invisible parce qu'on ne se sent pas à notre place. Bien sûr. Alors que finalement, on est tout aussi légitime à être là, quoi. C'est ça. Mais bon, après, c'est comment on encaisse les choses. Et c'est vrai que des fois, on se dit, purée, j'ai fait 500 km et c'est pour me faire mépriser par des petits vieux qui en ont rien à faire de la littérature de l'imaginaire. Je sais plus qui, c'était un autre auteur. Qui me disait ça? Je sais plus. C'était un pote qui écrivait aussi de la fantasy. Mais lui, c'est un gros auteur. Et un jour, il me dit, ah, mais moi, j'en ai vu un jour. Il est arrivé devant mon stand, il s'est accoudé sur ma pile de livres. Et il m'a déblatéré comme quoi ce que j'écrivais, bah, c'était voilà, de toute façon, ça valait pas le coup, quoi, vu que c'était de la littérature de l'imaginaire. Donc, voilà, ça servait à s'accouder, mais pas à lire. Et c'était hallucinant, enfin... Il y a Saline qui vient de... Ah oui, il y a Saline qui parle d'une expérience que tu as vécue visiblement. Il dit, je reviens sur ce genre de commentaires et les lecteurs qui pensent à voix haute. Sur son stand, Yelena, je me souviens d'un homme d'un certain âge qui, quand tu lui avais dit de ne pas hésiter à poser de questions, il avait répondu « Ah non, mais moi je lis plutôt des vrais livres, je les regarde pour ma petite fille ». Oui, non, c'est vrai. Alors, Yesaline, en fait, elle m'accompagne sur les stands de temps en temps, c'est pour ça, elle a vu beaucoup de choses avec moi. Donc oui, c'est effectivement arrivé. Enfin, des choses comme ça arrive tout le temps. Tout le temps. Je vois. J'ai même... alors moi, je vends pas mal de goodies différents et j'ai notamment des marque-pages aussi en métal que je vends. Voilà, c'est des choses, des petits goodies sympas, c'est toujours sympa à offrir ou à acheter, ça fait un petit bonus. Et une fois, il y avait un petit garçon, enfin il devait avoir 8-9 ans, il est arrivé, il avait des yeux qui pétillaient, mais genre le bonheur, oh, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Et son grand-père derrière qui arrive, il dit, non mais ça c'est pour les filles en fait.
Et toi, t'es là, t'es en tant qu'auteur, en tant qu'exposant, et t'es là, ne rien dire, mais j'ai envie de dire quelque chose. Oh non. En plus, ça devait être. En plus, il a brisé l'image. Ah quoi. Ça ouais, devait non, être mais il était trop tellement adorable de malheureux voir ce après, petit ça gamin m'a de fait 8 mal ans. au cœur. Tu vas avoir les yeux qui brillaient de voir ce petit gamin de 8 ans qui était comme ce qui était en admiration devant ça. Ouais, mais voilà, ça arrive tout le temps, quoi. Mais après, c'est la réalité des salons, c'est qu'on rencontre tout le monde, quoi. Tout type de gens. Donc, il y a des gens, heureusement, la majorité sont super sympas. Et puis, il y a des exceptions, hein, ça arrive. Est-ce qu'il y a déjà eu des personnes qui, sans être mesquines comme les exemples que tu viens de citer, étaient juste bizarres? Pas méchantes, mais bizarres. Parce que Ah souvent, il ouais, y a des ah cas comme ouais. ça qui existent dans d'autres événements, dans d'autres manifestations comme ça, mais dans les salons du livre, on n'a pas eu plus d'exemples que ça. On parle beaucoup des gens mesquins, des gens Ouais. adorables, mais pas tant que ça, des gens qui sont juste bizarres. Si, il y a des gens qui sont vraiment bizarres. Alors après, on prend les gens avec toutes leurs particularités. Enfin, moi, au contraire, moi, je suis contente de découvrir plein de personnes différentes parce que, bah, dans nos livres, après, ça nous inspire pour créer plein de personnages différents. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des gens parfois qui sont bizarres. Alors, notamment, enfin, bizarre. Ouais, il y en a qui sont bizarres. Ça dépend comment tu décris bizarre, quoi. Il y a, Comment tu le la tasse définis. Bréchet qui dit Mais oui, on en a eu à Yggdrasil, c'était indescriptible. ah ouais, alors je veux bien qu'elle me rappelle l'expérience parce que du coup, Audrey aussi était parfois sur mon stand, c'est pour ça, c'est mes petits sidekicks de stand. Ah, donc il y a Saline et la Alors, tasse Bréchet, c'était ça qui. yes, c'est D'accord, mes autant. assistantes de stand, c'est D'accord. pour ça. Bah, excusez-moi, bienvenue à vous. N'hésitez pas. Donc voilà, donc elles peuvent témoigner de tout ce qui m'est arrivé en salon. Alors, ce qui m'est arrivé une fois, donc là j'étais en stand avec une illustratrice et un gars qui arrive et qui dit oh bah c'est très joli, c'est très bien fait. Ah mon fils aussi il dessine, vous savez. Oh puis il est très doué. Il a commencé à nous parler de son fils pendant je sais pas combien de temps. Et ah mais c'est très bon. Non mais je vais l'appeler comme ça, il va venir voir ce que vous faites. Très bien. Bon bah cool, ça fait peut-être un nouveau petit fan en plus, etc. Il arrive avec son fils. Et il commence à montrer les carnets de dessin de son fils. Vous voyez comme il est talentueux. Non, mais lui, il est vraiment talentueux, lui. Hein. Lui, il ira très loin dans la vie. Le travail de ma copine, rien à foutre après, tu sais. Mais c'était. Par contre, mon fils, lui, il est talentueux. Lui, tu sais, genre, il ira plus loin que vous. Enfin, c'était à la fois, tu sais, on est bienveillant, etc. Mais derrière, mon fils, il est mieux quand même. Et c'était vachement bizarre. C'était super malaisant, en fait. Parce que ces gens-là, en plus, t'oses pas leur dire non, mais là, vous m'embêtez, quoi. Enfin, je veux pas de vous. Ça arrive aussi. Alors, je me souviens d'un gars costumé qui me suivait à la trace avec un costume du faune du labyrinthe de Pan en plus, ça faisait peur. Ah non, mais c'était terrible, j'étais terrorisée. Du coup, en fait, heureusement, j'avais un groupe d'amis, donc dès qu'elle le voyait, elle disait planque-toi, planque-toi. Et du coup, j'étais au milieu d'elle pour me planquer, c'était terrible. Mais ça faisait peur. Ah non, ouais, il y a des gens qui repassent aussi plusieurs fois, qui te regardent avec un regard, et genre, qu'est-ce que tu veux en fait enfin... Ouais, non, mais il y a de tout, quoi. La tasse Bréchet, elle était très gentille, mais elle faisait des commentaires sur absolument tout, mais le genre de commentaires qui te laisse sans voix sur des sujets complètement autres que les thèmes du roman, toujours à côté de la plaque. Si, alors si, je me souviens, j'ai une anecdote, une nana super bizarre, enfin bizarre, elle était gentille. C'était en salon l'année dernière, donc juste avant le Covid, et c'était une dame qui prétendait que Antoine de Saint-Exupéry était son amant spirituel, et qu'elle lui disait du coup bah, qu'est-ce qu'elle devait lire, etc. Enfin, elle avait des conversations avec lui, avec Antoine de Saint-Exupéry, et toutes les nuits, il venait lui rendre visite. Enfin, c'était un truc, mais de dingue. Et du coup, alors, elle a sympathisé avec mes voisines, et alors, mais du coup, elle était super, gentille, mais bizarre, et elle a tellement sympathisé avec elle que du coup, elle a dit bah écoutez, ce que je vais faire, j'en ai discuté avec Antoine, parce qu'elle l'appelait Antoine, j'en ai discuté avec Antoine hier, parce qu'elle était revenue du coup entre-temps, et je vais prendre tous vos livres. Sauf que, en fait, ma voisine, elle vendait, je crois, 16 livres différents. Donc, la nana est repartie avec plus de 20 livres. Voilà, parce que Antoine lui avait dit. Bah, ta pote peut remercier Antoine, hein. C'est ça.
Mais elle était pas méchante, elle était mignonne comme tout, mais c'était voilà le côté bizarre. Ok, mais bon. Moi, j'en ai vécu un, mais mais à la Japan Expo. En fait, elle dit pas tant bizarre que ça, mais ça, c'était bizarre. Alors c'était un vidéaste qui a qui a quelques centaines de milliers d'abonnés. Je dirais pas son nom, mais il était venu sur le stand parce qu'à l'époque j'étais community manager pour une association. Et en fait, il vient et tu sais, il fait la déclaration, tu sais, ah, c'est bien, on a besoin d'enjeux comme vous ici, bravo, bravo. Tu sais, il adresse ça à moi. Je suis là, j'ai fait, j'acquiesce, tu fais, ouais, c'est cool, ouais, merci. Et je me disais, mais il est en train de féliciter le community manager, ce con, alors que le président de la était juste à côté. Gentil le gars, mais ouais, bon, je fais, ouais, merci. Mais sur le moment, je me suis dit, putain, pauvre président, là, il est juste à côté, il encaisse rien. Ouais. Et après, je pense que les salons aussi, c'est l'endroit où on rencontre des gens incroyables. Enfin, dans le sens merveilleux, mais qui te change ta vie. Dans le sens où, vraiment, les plus belles expériences d'autrice que j'ai pu avoir, c'était en salon. Ah. Ah ouais, non, mais des trucs incroyables. Enfin, genre, une fois, donc mon livre venait de sortir, et le premier salon, donc je vois une jeune femme qui arrive, qui traverse le salon, mais genre, tu sais, qui traverse, elle bite pas les stands d'à côté, hein. Tu vois la voix, elle traverse, elle va jusqu'à moi. Et en fait, elle était sourde muette, et elle me suivait sur les réseaux sociaux. Et elle voulait mon livre. Elle s'était pointée, elle s'est dit, je veux ton livre. Et là, tu te dis, waouh, mais en plus, ça venait de loin. Donc, elle a fait tout ce trajet pour venir prendre mon livre. Et puis, t'en as comme ça, un peu plus tard, c'était au Salon Fantastique, pareil. C'est des gens, voilà, ils étaient coincés à l'entrée, je sais plus quoi, et ils ont envoyé un bénévole pour aller acheter mon livre parce que ils sont venus que pour moi. Et ça te fait super plaisir aussi parce que tu te dis, waouh, il y a des gens comme ça. Ça te motive, en fait. Tu rentres chez toi en salon, t'es foutu, t'es mort, t'as 100 ans physiquement, mais t'es content et t'as envie de retourner sur ton Word pour aller écrire la suite, quoi, parce que les gens te donnent une motivation de folie. Moi, mais voilà, c'est toujours de très belles rencontres et des gens qu'on garde après dans ces contacts et qu'on recroise après sur les autres salons. Ça, c'est énorme après, parce que du coup, tu te retrouves 1 an plus tard et t'as l'impression que rien n'a changé parce que le lieu est le même, les gens retrouvent leur stand, etc. C'est un petit lieu à part, quoi. Il y a un moment comme ça que j'ai vécu personnellement avec une exposante, c'est à Virtual Livre justement, parce que oui, ça peut avoir lieu aussi dans des salons virtuels, hein. C'est très rare, c'est un peu plus rare, mais ça arrive. J'étais avec une autrice, BBA, et elle était en train de vendre son bouquin, et comme ça passait, comme on discutait que le cours passait bien entre nous, je suis allé sur le lien de son e-shop. Et je regarde et je vois un pack, le pack le plus cher où il y avait plein de goodies qui étaient fournis avec et tout. Et une dédicace. Je fais ok. Et en fait, je commande et elle me fait, mais tu te fous de ma gueule? Je fais quoi? Tu viens d'acheter le plus gros pack? Je fais bah oui. et du coup, elle était refaite parce qu'elle avait fait aucune vente. Et là, la première vente qu'elle a, c'était le plus gros pack du truc. Du coup, voilà, sa réaction m'avait fait rire sur le moment. Ouais. Enfin, Mais bon. ouais, du coup, là, je vois dans le chat, les salons nous manquent tous et c'est pour ça que Virtual s'est fait. Bah oui, c'est vrai. Mm. Mais je pense qu'on a tous de tellement bons souvenirs en salon, quoi. On essaie de faire tout pour combler le vide. On essaye. Et ouais. Depuis mars, on essaye. Et puis garder le lien parce que bah après mine de rien, alors c'est une question vraiment triviale, enfin, une remarque vraiment triviale, c'est que bah les salons pour les auteurs c'est là où on gagne en tout cas le plus d'argent sur l'indé sur la vente de nos livres, quoi. Est-ce qu'il y a des pardon, excuse-moi. Pas de souci, non, j'avais fini ma phrase. Okay. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient d'autres questions à poser? On a beaucoup divergé. N'hésitez pas à vous démute ou à m'envoyer la question en message privé. Je vais regarder si j'ai pas eu de message privé entre temps. Non. C'est bon. Personne d'autre? Bon. Après, si vous voulez raconter vos propres anecdotes aussi de salon, on est toujours intéressé parce que ça, les anecdotes, on adore se les raconter.
Oula, il y a plein de gens qui sont en train d'écrire. Ah. J'avais écrit Moi, j'ai une question, du coup. Ah, il y a Saline, ouais, vas-y. Salut. Coucou. Coucou. C'est quoi les salons, s'il y a des salons où vous vous êtes senti mal accueillis, dans le sens où vous avez, un stand, ça se paye, donc vous avez payé votre stand, mais vous avez eu l'impression que vraiment c'était parce que ils avaient personne d'autre à mettre là, ou ce genre de choses? Alors, ça va plus être. Alors là, j'ai pas envie de citer aucun salon en fait. Enfin, déjà, je veux pas faire de diffamation ou quoi. De toute façon, je pense qu'on a tous nos expériences personnelles. Mais ça m'est arrivé de plutôt dans les grosses conventions où il y a un peu de tout avec de la pop culture, tout ça, où c'est un peu, tu te démerdes. Voilà, t'as payé ton stand 300 balles. Personne t'accueille, tu dois prendre tes propres tables. Alors ça m'a fait halluciner. J'ai pris mes propres tables et les propres chaises dans ma petite C3. Je me suis pointée à 6h le matin devant le gros hall de convention. Personne pour m'aider à décharger. À 7h30, on devait tout finir d'être installé, sauf que moi j'ai fait des allers-retours monstrueux parce qu'en plus j'étais garée super loin du hall. Donc avec mes tables et mes chaises toutes seules dans le froid pour aller installer mes tables. Et le pire c'est que quand... on sent que tu avais le seum quand même. Oh mon Dieu, mais c'était un salon affreux. Et, et du coup, après, on a fini de s'installer. Alors, en plus, le pire, c'est que quand on devait avoir fini de s'installer, ils ont fermé les... Enfin, ils ont pas fermé les portes. Il y avait une petite rampe d'accès, tu sais, pour les diables, les trucs comme ça. Ils ont enlevé la rampe parce qu'ils estimaient qu'on devait être installé et que du coup, voilà, t'étais pas à l'heure, tant pis pour ta gueule, quoi. Mais... Bon, heureusement, j'ai eu le temps, moi, de décharger tout ce que je voulais, donc j'ai pu m'installer, tout ça. Mais pareil, où il n'y a aucun bénévole qui passe. Personne n'était là pour, justement, me permettre d'aller aux toilettes. Rien que ça. Donc, je suis restée sur ma chaise de 8h jusqu'à 16h, sans pouvoir bouger, parce qu'aucun bénévole n'est passé me voir, soit pour me proposer de l'eau ou à manger, ou juste de me dire, je te remplace le temps que tu ailles au petit coin ou aller chercher un sandwich, quoi. Donc là, ouais, ça te met un peu le seum parce que tu te dis, mon Dieu, j'ai payé 300 balles de stand pour ça. C'est chaud, quoi, ouais. Mais bon, heureusement, c'est vraiment un cas exceptionnel. Le reste, je trouve bien organisé. Les gens sont... Il y a des salons où, justement, c'est super intimiste dans le sens où on connaît bien les organisateurs, on dort chez les bénévoles, etc. Et là, c'est vraiment plus humain, quoi. Et c'est vraiment des chouettes souvenirs. Alors, il y a la tasse ébréchée qui pose une autre question, c'est comme faire le déplacement... Ah non, c'est comme faire, d'accord. Okay. Oui, parce qu'en fait, justement... le déplacement Marseille-Paris pour rencontrer une autrice que j'ai jamais vue qui deviendra une de mes amies les plus chères. Bon, une déclaration d'amour en plein milieu d'une conférence, fallait que ça arrive. Oui. Excuse-moi, j'avais dit comment faire. Non, en fait, non, c'est comme faire. Ok, excuse-moi. J'avais pas compris. Juste dire un peu si pourquoi elle pose cette question comme ça. Bref. C'était pour moi. C'est mignon. Parce que oui, on rencontre en salon après des gens qui deviennent nos amis. Et du coup, on les garde. Et si je peux me permettre, ça vaut aussi pour les salons virtuels. Oui, non, mais tout à fait. On rencontre tellement... Enfin, là, j'ai participé qu'à l'édition d'octobre avant. J'avais pas fait les autres. Parce que j'avais rencontré Z, du coup, aux Aventuriales. Du coup, c'était lui qui m'avait démarché. Même si après, moi, je suis sur la librairie Jeune Pousse, sur le stand de Virtual Livre. Mais du coup, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens à la dernière édition avec lesquels on a beaucoup discuté et du coup, on a gardé le lien après Virtual Livre. Donc aujourd'hui, c'est devenu des potes auteurs, quoi. Potes auteurs tout collés. D'accord. Mais je pense que les autres participants de Virtual Livre ont tout autant rencontré de chouettes personnes. Que ce soit même entre lecteurs ou entre auteurs ou voilà quoi. Après, on va pas se leurrer, il y en a certains qui nous ont dit qu'ils n'ont pas forcément été satisfaits de l'expérience, mais ça on dit pas rien, on peut pas satisfaire tout le monde. C'est le gros problème. Après, ça dépend des attentes de chacun en fait. Qu'est-ce que tu attends d'un salon virtuel aussi, il se crée à partir de ce que les auteurs et les participants offrent. Donc c'est vrai qu'on peut pas tout prévoir et on peut pas tout gérer non plus. Il y a des imprévus, je pense, même beaucoup d'imprévus. Et ça arrive pour tous les événements, que ce soit virtuel ou en présentiel, il y a des imprévus
bon, pour pas dire le retard SNCF par exemple pour les déplacements des auteurs, hein. Mais mais après pour Virtual Livre, ça peut être des micros qui marchent pas, voilà. Chacun ses expériences et ses improvs. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser une question ou juste bah, du coup faire part de leur expérience sur le chat? Faire part de votre expérience, vous pouvez sur le chat. Les questions, on favorisera plutôt le vocal ou les messages privés. À moi le message privé. Hein. On n'a pas spécialement. Bon. Ah, Mati qui écrit quelque chose. Moi, je voulais vous remercier pour cette très chouette conférence. Bah écoute, bah merci, écoute, merci à vous en tout cas. merci à vous d'y avoir assisté et merci à toi, Yelena, de t'être prêtée au jeu. Bah y a pas de quoi. Écoute, ça a été un grand plaisir et puis voilà, au plaisir de te retrouver sur d'autres conférences ou sur Virtual Livre en général et vous aussi. Hein. Pareil. Est-ce que tu as un petit mot pour ajouter pour la fin? Bon Virtual Livre, maintenant que c'est ouvert, vous pouvez foncer sur les stands. Allez-y, allez soutenir les Voilà, auteurs, les foncez, éditeurs, les allez artisans, rencontrer les plein de gens. On illustrateurs. est tous gentils, on mord pas et on est tous super heureux de vous rencontrer. Même si vous n'avez pas forcément les moyens de nous soutenir, juste passez nous voir pour un peu de social, ça fait toujours plaisir. Ah non, mais c'est ça, en fait, nous, on n'attend pas forcément des ventes ou quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est juste passer un bon moment, se dire que bah, même si les salons sont tous annulés à tour de bras, bah, c'est pas grave, on garde le lien et les livres continuent à vivre au-delà des salons IRL qui peuvent pas se tenir en ce moment, quoi. C'est pas grave. On vient sur le stand et on parle pas. Mais tu peux faire ça aussi. L'avantage, c'est que là, en fait, on peut être plus... Enfin, l'avantage de Virtual Livre, c'est qu'on peut être plein au même endroit sans se gêner physiquement. C'est ça. Alors que IRL, c'est un peu gênant quand on est 20 autour d'un stand. Voilà. Bon, bah, merci à tous. La conférence conclut sur ces mots. Et la prochaine conférence a lieu de 17h à 18h30. Donc, streamer du jeu vidéo sur Twitch avec Kofi. Venez nombreux si cela vous intéresse. Sinon, il y a la conférence de l'invité d'honneur de 20h à 21h30. Victor Dixon qui fait une conférence sur l'atelier d'écriture avec Christelle Dabos. On espère également vous y voir nombreux. Et pour tous les autres, bon Virtual Livre à tous, sachant que les prochaines conférences ne seront pas animées par moi, hélas, parce que je vais devoir m'absenter samedi et dimanche. Ce sera Camille qui va animer les conférences de Virtual Livre, qui vient de rejoindre l'équipe comme assistante des conférences, et également Lucas qui veut bien se débrouiller pour animer les conférences Virtual Livre.